Bonjour à tous et bienvenue. Pour cette première de l'année 2018, recevez les vœux de bonheur, de santé et de réussite de toute l'équipe de production de Droit de réponse. Et donc pour cette première édition, nous reviendrons notamment sur le discours de fin d'année du président de la République pour en relever les dits et les non-dits. Mais ensuite, on parlera également de l'attitude du même président de la République jeudi dernier à la cérémonie de présentation de vœux. Il était alors en ce moment face au ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Mais avant de rentrer en plein dans le débat, je vous propose d'accueillir Flavien Ndongo pour la revue de la presse. Bienvenue Flavien. Bonjour et bonne année. Bonne année à vous également. Recevez les vœux de bonheur, de santé, d'amour, de réussite. Je continue? Et de tout alors? Oui, et de tout. C'est mieux dit ainsi. Alors, la presse n'est pas restée donc insensible à toutes ces informations-là, comme vous allez d'ailleurs le constater, et pour ceux qui ont eu l'occasion de lire la presse cette semaine, d'ailleurs sur la question donc du message du chef de l'État à la nation, la nouvelle expression qui parle bien sûr de 2018 faisait déjà savoir que Paul Biya a donc finalement confirmé l'organisation des élections cette année 2018. Le quotidien du Carrefour Bonacoma à Douala, c'est donc une nouvelle qui met donc en branle les états-majors des partis politiques de l'opposition, même si il est donc observé que Paul Biya n'a pas livré les dates ou encore le calendrier même de ces élections pour cette année 2018 au Cameroun. Dans le même message, le quotidien privé souligne que Paul Biya est donc resté flou sur la question de la crise anglophone qui secoue d'ailleurs le pays. À ce sujet, la nouvelle expression précise que les Américains ne sont pas d'accord avec cette façon de fonctionner et tirent donc la sonnette d'alarme suite donc aux troubles qui secouent le nord-ouest et le sud-ouest ainsi que l'expulsion même de Patrice tel un malpropre, donc alors qu'il est donc américain. Des mesures ont été donc prises par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun pour éloigner ses citoyens de ces zones troubles. Pour le journal L'Essentiel, Paul Biya a laissé dire qu'au-delà donc de l'organisation des élections cette année 2018, il entend donc parachever des institutions prévues par la Constitution de 1996. Sur le plan économique, le journal souligne que Paul Biya entend aussi poursuivre le programme économique avec le Fonds monétaire international, optimiser également la collecte des revenus de l'État et régler même la dette intérieure. Dans les réactions également de ces discours du chef de l'État à la nation, au terme justement de ces discours, la nouvelle expression nous apprend que donc plusieurs hommes politiques de l'opposition ont été donc embêtés par les dires du chef de l'État. Pour Maurice Kamtoli, MRC, Paul Biya n'a rien dit de bon. Il est préférable qu'il jette donc l'éponge. Jean-Michel Nietzsche, pour sa part, attendait que Paul Biya annonce sa démission parce qu'incapable de gérer les multiples crises qui secouent le Cameroun. Au sujet de l'ajustement structurel, Cabral Libi souligne qu'il n'y a rien à mettre sous la dent. Il ajoute que Paul Biya est le seul qui comprend d'ailleurs ce qu'il veut ou encore où il veut amener les Camerounais pour cette année 2018 dans le cadre de cet ajustement structurel. Et Sambaka qui est de clôturer avec une question pour cette année 2018. Une année, est-ce une année donc de tous les dangers ou encore de tous les espoirs? C'est la question que pose Sambaka. En tout cas, sur ces plateaux, les acteurs ou tout au moins les invités vont essayer d'apporter des réponses à cette question principale. Autre sujet de ce rendez-vous dominical sur Equinox Télévision, il s'agit bien entendu de Jacques Famdongo qui a fait la une de la presse également au lendemain de la présentation des vœux au chef de l'État. Lors de la présentation justement de ces vœux de nouvel an, la nouvelle expression a constaté que Paul Biya a humilié Jacques Famdongo. Lui qui manifestement voulait échanger avec son créateur après la poignée de main, le rédacteur de l'article fait savoir que Paul Biya ne voulait pas l'écouter et a tenu donc la main au ministre du Commerce qui suivait directement Jacques Famdongo qui est donc resté à s'expliquer sans doute sur la question des ordinateurs portables. Comme on le sait, un sujet qui a également fait beaucoup jaser ces derniers temps. Pour mutation, c'était donc une véritable scène de désamour ce jour-là, a été dit entre Paul Biya et Jacques Famdongo. Selon bien sûr le quotidien privé, le ministre de l'Enseignement supérieur a raté l'occasion d'expliquer à Paul Biya les bonnes actions qu'il mène pour lui sur le terrain. Le rédacteur de l'article ajoute que le président de la République a plutôt esquivé et conclut que c'est une communication politique ratée une fois encore pour Jacques Famdongo. Voilà ce que la presse propose à ces différents sujets. Écoutez Fabien, on vous remercie d'avoir pu relayer pour nous tout ce qui a été dit à l'intérieur de la presse camerounaise tout au long de cette semaine. On va forcément se retrouver dimanche prochain, si Dieu le veut bien.
bien entendu. Très bien. Et pour continuer cette émission, on va déjà commencer par vous dire ce matin, chers téléspectateurs, qu'on a un plateau assez relevé. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce qu'on passe à l'étape de présentation des invités de droit de réponse de ce dimanche. Et on va commencer par ma gauche, à l'extrême gauche justement. Nous avons ce dimanche le président du Manidem en la personne du Mbombok Yedga. Bonjour Mbombok et bienvenue. Bonjour Kate, bonjour à tous les panélistes. Vous ne ressentez pas le désir de souhaiter une bonne heureuse année aux téléspectateurs ou à quelques membres de votre famille? C'est vrai que c'est de coutume de le faire en début d'année, mais 2018 est une année trop compliquée. Donc leur souhaiter la bonne année, c'est plutôt du courage qu'ils en ont besoin pour cette année 2018. Alors, on va dire que vous commencez par une légère note de pessimisme ce matin, mais bon, c'est pas grave. On va passer au deuxième invité de ce panel. C'est un ancien journaliste. Aujourd'hui, il est plus dans la politique et notamment pour le RDPC. Il s'agit de Frédéric, non, pas de Frédéric, qui viendra juste après, mais il s'agit de Jean-François Mebenga, à qui je souhaite la bienvenue. Merci Kate. J'ai failli vous rebaptiser. Non. Merci d'abord de m'avoir invité. Je suis parti d'Yaoundé hier soir pour ce programme que j'ai l'habitude de regarder les dimanches. Donc je suis satisfait d'être là et merci. Je salue vos millions de téléspectateurs parce que vous êtes souvent bien regardés de par le Cameroun et même de par le monde. Et même de par le monde, vous faites bien de le préciser. C'est nous qui vous remercions d'avoir répondu présent à cette invitation. Vous avez parlé tout à l'heure de millions. On accueille également sur ce plateau celui qui est à la tête du mouvement 11 millions d'électeurs devenus 11 millions de citoyens. Vous l'avez compris, il s'agit de Cabral Libya, à qui nous souhaitons également la bienvenue et bonne année. Merci Madame Diarra de l'invitation que vous faites et des vœux que vous formulez à mon endroit. C'est l'occasion de les renouveler à mes copanélistes, ceux qui sont tout autour de la table, et à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Je leur adresse mes vœux de succès, de santé et de prospérité en cette année 2018, nonobstant le caractère difficile de l'année qui s'annonce, et je le confirme, après le président, parce que le Cameroun va encore connaître une année de récession économique. Après 2017, on ne le dit pas suffisamment. Quand les statistiques ne sont pas bonnes, il n'y a pas d'inflation communicationnelle là-dessus. Annoncé à 5,2 de croissance, nous avons été à 4,8. En 2017, nous irons à 4,2. Évidemment, là encore, c'est une croissance de pacotille, il faut le préciser. C'est-à-dire, ça brille, mais derrière, c'est du toc, je l'ai déjà dit, parce que personne ne la ressent. C'est une croissance qui est entretenue par des infrastructures dans lesquelles on injecte de l'argent sur fond d'endettement et ça profite évidemment à une petite élite corrompue et gourmande et ça fait des chiffres, mais en réalité beaucoup de Camerounais comme moi ne ressentent pas cela, donc ça va être beaucoup plus difficile encore. Vraiment c'est important d'insister là-dessus parce que les dépenses somptuaires et de gaspillage qui ont été engagées en 2017 et qui vont certainement se poursuivre ont un seul but, c'est créer un écran de fumée et l'objectif est évidemment électoraliste. Et si les Camerounais ne sont pas vigilants, ils vont se retrouver engouffrés dans une situation économiquement inextricable. D'accord. Il faut bien que les uns et les autres fassent très très attention dès ces moments-ci. Je vous propose, Cabral, de vous arrêter d'abord là pour le moment. On aura l'occasion de revenir amplement sur la croissance ou non de l'économie camerounaise. Le temps de présenter le dernier invité de ce panel. C'est vrai que j'ai déjà dévoilé son identité tout à l'heure, mais c'est le dernier et pas le moindre. Il s'agit d'un journaliste cette fois-là, toujours journaliste d'ailleurs, il faut le préciser, en la personne de Frédéric Mbungo. Bienvenue à vous également. Bonjour Kate, bonjour à mes co-panélistes et bonjour à vos nombreux téléspectateurs à qui j'adresse mes vœux les meilleurs. J'espère qu'ils seront tirés parti de cette année 2018 qui a débuté. Et je sais que ce ne sera pas facile, mais on connaît quand même l'ingéniosité des Camerounais, même si dans la débrouillardise, parce que si l'élite gouvernante a échoué, et c'est une année déterminante, je pense que il leur appartient, il nous appartient peut-être de pouvoir tirer profit pour le meilleur du Cameroun.
D'accord. Puisqu'on a parlé déjà des sujets qui vont meubler cette émission, on ne saurait commencer cette émission-là justement sans s'arrêter sur l'actualité en cours. C'est une information de dernière minute. C'est vrai qu'elle est tombée depuis hier soir. Il s'agit de l'arrestation du président autoproclamé de l'État fictif d'Ambazonie, en la personne de Sissoko Julius Ayuk Tabé, lui également, ainsi que 8 membres de son gouvernement fictif ont été arrêtés à Abuja au Nigeria. On va donc faire un tour de table. On commence par vous, Cabral, afin que chacun donne un avis, du moins, sur l'actualité, sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, j'ai appris, comme vous, tard hier, qu'effectivement, le président autoproclamé, comme vous dites, de l'État d'Ambazonie qui vit en exil au Nigeria, a été arrêté. En fait, j'ai un réflexe quand il y a ce type d'actualité. Je me demande toujours, l'arrestation s'est faite en terre nigériane, quelle est la position des autorités nigérianes? Est-ce que c'est le fruit d'une collaboration entre les autorités camerounaises et les autorités nigérianes, ou alors il s'agit d'une exfiltration par les services de police camerounais? Mais jusqu'ici, n'ayant pas entendu une réaction de protestation des autorités nigérianes, je présume alors que c'est le fruit d'une collaboration, parce que je crois que les concernés faisaient déjà l'objet d'un mandat d'arrêt international, voilà, qui avait été délivré par les autorités de justice camerounaises. Mais au-delà de ces questions juridiques ou judiciaires, ça sonne finalement la résonance du discours du 31 décembre du président de la République est fausse, juste quelques jours après. Et je fais partie de ceux qui le disaient le soir même, que c'est plus la peine d'écouter le président Biya. Vous savez, dans la lassitude qu'il traverse maintenant, il faut qu'il dise toujours quelque chose et parfois fasse semblant d'être avec les Camerounais. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme de dialogue et que vous voulez dialoguer, et vous passez le temps, depuis que la crise anglophone a commencé, à placer sous arrestation les personnes avec qui vous devez discuter. Ça veut dire que c'est une arrestation que vous condamnez? Mais évidemment, dans un contexte où on veut retrouver la paix, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement camerounais doit, de toute façon, il va s'y résoudre tôt ou tard, doit accepter de rouvrir le dialogue avec les différents acteurs de la crise. Et les acteurs de cette crise, c'est aussi les acteurs sécessionnistes, c'est aussi ceux qui sont en fuite, c'est aussi ceux qui sont en exil. À moins qu'on les ait arrêtés pour les faire participer de force au dialogue, attendons de voir ce que les prochains jours nous réservent. Mais si cela un dialogue d'un autre genre. Si cela s'inscrit dans la violence, la radicalité et la brutalité qui, ces dernières semaines, caractérisent l'approche gouvernementale de gestion de cette crise, c'est encore un acte manqué, hélas. D'accord, je vous remercie, Cabral. Et je me tourne vers vous, Jean-François Mebenga. Est-ce que vous partagez le même point de vue que Cabral ce matin, qui pense que c'est une arrestation à condamner, ou alors, comme les autres Camerounais, pour vous, c'est forcément une bonne actualité pour laquelle il va même falloir jubiler? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai oublié mes écouteurs à Yaoundé. Alors, je n'ai pas pu écouter la radio centrale d'Afrique ce matin. Donc, vous aurez quand même pu écouter Radio Equinox. Voilà, c'est vous qui êtes dans mon hôtel, je ne sais pas si. Alors, donc, c'est vous qui m'avez appris la nouvelle tout à l'heure. Bon, évidemment, on peut en parler au conditionnel, parce qu'on n'a pas d'éléments suffisamment pertinents pour confirmer qu'il a été effectivement arrêté. Mais s'il est arrêté, ce serait bien embêtant pour la presse française, les médias français, parce que ça va porter sur le mauvais choix du sujet, le mauvais choix du scoop, parce qu'ils voulaient en faire un scoop. Ils ont consacré, France 24 a consacré un focus sur Ayuk, n'est-ce pas? Beaucoup de Camerounais ont dû voir ce focus. Exactement. Et RFI également, je crois, un reportage. Bon, donc, en fait, c'est des gens qui voulaient accompagner une personnalité, n'est-ce pas, une personnalité qui monte. Mais aujourd'hui, ils doivent être... Mais qu'est-ce que ça représente pour le Camerounais, pour l'État du Cameroun? C'est vrai que là, on a eu... Maintenant, pour le Cameroun, si Ayuk était arrêté, bon, évidemment, de toute façon, c'est une information. Et c'est un élément qu'on range, que le Cameroun doit ranger dans son dossier sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Et si vous avez observé l'attitude du président Paul Biya, une attitude de condescendance, parce qu'effectivement, il maîtrisait la situation. N'est-ce pas? Il savait tout cela, que ça n'irait pas loin. Il ne voyait donc pas la nécessité de dialoguer avec ces gens. Mais par contre, il dit que le dialogue peut continuer avec ceux qui étaient là, puisqu'il y a eu des réponses à ceux qui ont revendiqué. Aux avocats, il y a eu des réponses aux avocats, il y a eu des réponses aux enseignants, n'est-ce pas? Vous connaissez ces réponses-là, je n'ai pas besoin de récapituler tout cela, tout ce qui a été décidé, jusqu'à créer une section de la common law à l'ENAM, Cour suprême, etc., etc. Donc, c'était des réponses. Bon. Donc, le président dit, avec cela, le dialogue peut continuer. C'est-à-dire que demain, ils peuvent venir pour dire, écoutez, en dehors de cette affaire des common law, nous aimerions avoir notre école des travaux publics à nous. On va négocier. D'accord. Voilà là où le dialogue est possible, et ce serait dans la légalité, c'est-à-dire qu'il s'agit... Jean-François Mebenga, qu'on va revenir également sur la crise anglophone dans le premier sujet de cette émission, de cette édition de droit de réponse. Mais là, avec vous, Mbobo Yebga, on est quand même assez surpris que les gens soient surpris aujourd'hui. On se souvient, il y a quelques semaines, un émissaire nigérien est arrivé au Cameroun. C'est clair qu'on ne sait pas exactement ce qui s'était dit entre les deux, mais on pourrait bien évidemment en ce moment-là voir quand même les bases d'une collaboration entre le Cameroun et le Nigeria. Comment expliquer que Ayoub Tabé ait été aussi maladroit et naïf? Bien, déjà, l'arrestation de Julius Ayoub me touche parce que c'est un ami, c'est un collègue. Nous avons travaillé dans une même structure en son temps. Et je sais comment il fonctionne. C'est quelqu'un qui ne baisse jamais ses bras. Je vais vous rappeler qu'il avait été licencié de cette structure parce que cette année-là, on avait organisé les élections des délégués du personnel. Et lui, étant responsable d'une unité, ces élections avaient été reportées par le ministre, mais lui, il a pris la décision de les faire passer. C'est sur cette base qu'il avait été viré de notre entreprise de l'époque. Alors, donc, quand il s'engage à faire quelque chose, il le fait, il va jusqu'au bout. Maintenant, quand on l'arrête au Nigeria, moi, je me pose beaucoup de questions. Nous avons assisté dernièrement à l'arrestation de Patrice Ngana dans une zone internationale. Et là, nous assistons à l'arrestation de Julius Ayoub au Nigeria. Ça veut dire que le Cameroun a certains accords pour arrêter des Camerounais partout dans le monde. Ça, je m'interroge. Mais le discours du président me réconforte quand même parce qu'il a déclaré la guerre. Il a dit que la paix, comme son prédécesseur l'avait dit une fois, que la paix régnera par tous les moyens. Avec cette arrestation, on comprend tout de suite qu'il a dit non au dialogue et que nous allons avancer avec la guerre. Voilà un peu le constat que je fais par rapport à cette arrestation. D'accord. Est-ce que vous également, Frédéric Mbungu, vous pensez que c'est la porte fermée désormais au dialogue? Est-ce qu'on doit prendre cette actualité avec la même note de pessimisme chez vous également? Il est évident que cette arrestation, si elle venait à se confirmer, porterait un coup dur aux sécessionnistes et du coup fermerait un peu la porte au dialogue proclamé. Mais je ne crois pas beaucoup à ce dialogue qui est proclamé par le gouvernement, parce qu'en fait, s'il y a une rupture du dialogue, c'était de la part effectivement du gouvernement. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. En même temps qu'on proclame qu'on est ouvert pour le dialogue, que tout le monde appelle depuis, et qu'on continue à traquer et arrêter ceux qui sont présentés aujourd'hui comme les têtes pensantes de ce mouvement sécessionniste. Je pense que c'est couper l'herbe effectivement sous les pieds de tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui font du forcing pour que ce dialogue ait lieu. Parce que en réalité, si Ayoub Tabé est arrêté, que vont faire ces lieutenants? Vous ne pensez pas qu'ils vont se rendre? Vous ne pensez pas qu'ils vont se rendre? Tout ce qu'ils vont faire, peut-être, c'est certainement réorganiser le mouvement, si ça se confirmait, et peut-être un peu pousser un peu plus ceux qui étaient peut-être modérés dans ce rang-là, dans la radicalité. Or, à mon sens, c'est le gouvernement qui a poussé ces gens-là à l'exil, en tout cas, nombre d'eux. Parce qu'on a parlé tout dessus, on a parlé tout à l'heure, Jean-François a parlé tout à l'heure des revendications corporatistes. Mais il est évident aujourd'hui que cette question-là est une question éminemment politique, est devenue politique. Et donc ne peut pas être réglée simplement par des voies judiciaires. Ce n'est pas possible. Donc il faut que le politique
ait la volonté de poser le problème sur la table. Et on a très bien vu comment certains députés ont manœuvré au sein de l'hémicycle pour que cette question-là soit inscrite au débat public. Mais le gouvernement ne le veut pas. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas feindre, on ne peut pas ignorer ce mouvement qui existe et qui fait beaucoup de mal, non seulement au pays, mais qui fauche des vies humaines, tant du côté de ces Camerounais-là que des forces de l'ordre. Donc je pense qu'il est temps véritablement de prendre à bras le corps ce problème-là et d'avoir le courage politique de le poser et de le résoudre. Or, manifestement, on n'en choisit pas le chemin. Dernière prise de parole sur la question Cabral. Alors moi, je voudrais juste adresser un message à mes compatriotes anglophones et même aux compatriotes francophones, leur dire d'éviter ce piège de plus. En fait, le président Biya et son gouvernement, ils sont cohérents. Ils ont fermé la porte au dialogue, ils le rappelaient tantôt, et ils ont démultiplié des actes renforçant la fermeture des portes du dialogue. Je rappelle que quand nous entrons en 2018, la partie anglophone est carrément à l'entrée d'une guerre. Les forces militaires d'élite y sont déployées au sol, dans les airs. Ça, ce n'est pas des attitudes de dialogue. Évidemment, ils exercent la répression sur les bandes armées qui elles-mêmes sévissent sur ce terrain-là. C'est d'ailleurs le lieu encore de regretter les morts qui sont d'aucuns qui tombent sous les balles du désespoir, d'autres sous les balles régaliennes. Mais le gouvernement est constant et c'est pour ça que j'interpelle les anglophones. Nous entrons en année électorale. Plutôt que de tomber dans le piège qui est tendu, celui de la radicalisation outrancière, parce que c'est ça l'approche gouvernementale. Il faut pousser les anglophones à la radicalisation pour qu'ils s'excluent de tout processus électoral, puisque de toute façon, pour qu'ils s'excluent eux-mêmes et tout seuls du processus électoral, puisque de toute façon, ils savent que le taux de mécontentement est tel que on va vers 4 scrutins en cette année, ils n'y attendent pas grand-chose. Du coup, il faut créer des conditions de désordre, d'embourbement, pour que cela s'exclue du processus électoral, pour que de toute façon, il ne leur reste que 8 régions où cette épidémie à gérer, puisqu'il y a une partie du sud-ouest quand même qui est contrôlable. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire, c'est vrai, on en parle ici parce que c'est un acte gouvernemental, tout ce qu'on veut, mais en réalité, tout ce que le gouvernement Biya va poser comme acte de radicalisation doit être vécu aujourd'hui par des Camerounais comme des détails de provocation et ne pas rentrer là-dedans comme si c'était des actes régaliens à fort impact. Donc vraiment, il faut minimiser cela, il faut même se détourner de cela et garder le cap sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire aller aux élections. Et pour ceux qui pensent qu'il faut sanctionner ce gouvernement, les anglophones y compris, c'est le seul moyen de mon point de vue pour y parvenir. D'accord, je pense que vous avez relevé là quelque chose d'assez pertinent. On espère que les citoyens à qui vous étiez en train de vous adresser ont justement capté le message que vous étiez en train de passer. On va donc de ce pas rentrer dans le premier sujet de droit de réponse de cette édition. Vous parlez tout à l'heure du discours de fin d'année du président de la République, un discours quand même qui a été prononcé et auquel, au cours duquel beaucoup de personnes ont été attachées à la fois sur le bilan que le président de la République dressait, mais également sur les projections. Une fois le discours prononcé, beaucoup de critiques ont été formulées à la fois par les politologues et le citoyen camerounais lambda. On en parle aujourd'hui pour disséquer la part de ce qui a pu être dit et ce qui aurait pu être dit. Je commence avec vous, Mbombo Yebia. Vous avez forcément, comme tous les Camerounais, suivi ce discours. Vous l'avez certainement relu également sur Internet. Qu'est-ce que vous aurez retenu tout le long? C'est vrai que je n'ai pas suivi le discours du président de la République parce que le 31 décembre, j'étais dans mon village et je m'occupais de mon peuple. Et c'était plus important que de suivre le discours du président Biya qui, quand je l'ai lu plus tard, n'a pas eu un changement par rapport à tout ce que les gens s'attendaient. Normalement, à une année préélectorale, le président devrait nous présenter un bilan et se projeter vers l'avenir en tant que candidat tout au moins, candidat, pas de son parti, mais son parti pourrait avoir un candidat. Mais il a fait fi de tout cela, tout ce que les Camerounais attendaient, et rien de tout ça. Ce que j'ai, après avoir lu ce discours, j'ai constaté que le président Biya, c'est vrai qu'il nous l'a dit en 2004, que pour ceux qui attendent sa mort, il leur avait donné rendez-vous dans une vingtaine d'années. Donc il se comporte comme quelqu'un, un roi qui est chez lui, qui projette l'avenir,
qui n'a pas de souci d'une élection où il peut être perdant. Ça, c'est pas son souci. Mais il parle avec toute sérénité. C'est ça que j'ai retenu. Et tout ce que les Camerounais attendaient par rapport à ces discours, pour le bien-être des populations, pour le problème de la réforme électorale, pour la décentralisation, qu'il rentre directement dans les faits, on n'a pas vu ça. C'est vrai que dans la Constitution, on dit que les institutions se mettront en place progressivement. Et il a dit qu'on va essayer d'accélérer. C'est vrai qu'on peut aussi accélérer tout doucement jusqu'à s'arrêter en plus. Donc, sincèrement, ces discours, je peux sincèrement dire que j'ai été une fois de plus déçu. Vous êtes resté sur votre faim. Il faut préciser qu'à peine avoir été prononcé, ce discours a été récupéré à peu près sur tous les plateaux de télévision, les plateaux spéciaux qui étaient constitués pour l'occasion, mais à la radio également. On a notamment Jean-François Mebenga reproché au président de la République, votre champion, d'avoir fait un discours plat, sans véritable chiffre ni projection. Est-ce que c'est le même regard que vous portez sur ce discours? Oui, alors, si vous permettez, je voudrais apporter une petite clarification sur ce que M. Oui, allez-y. dit. Alors, je voudrais rappeler ici que le problème, la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, cette rébellion qu'il y a eu, n'est-ce pas, c'est entre l'État central et la périphérie. C'est-à-dire que c'est une partie de la périphérie qui se révolte contre l'État, n'est-ce pas? Et ça fait donc que dans cette affaire, c'est l'État qui peut seul poser la question à l'Assemblée. À l'Assemblée, on n'a pas le droit de prendre l'initiative, parce que c'est l'État qui a agressé. C'est l'État camerounais qui a agressé. Donc, il ne revenait pas aux députés d'inscrire ça à leur ordre du jour. C'est l'État, c'est le chef de l'État qui aurait dû, s'il le voulait, n'est-ce pas, inscrire ça à l'ordre du jour de l'Assemblée. Ça, c'est une incompréhension, c'est des choses que les gens n'ont pas bien saisi. J'espère, Madame Diarra, La deuxième chose, vous ne laisserez pas passer ça. On ne va pas non plus rester sur ce deuxième sujet-là. chose, non, moi je vous ai laissé vous parler reviendrez. tout à l'heure. Oui, La allez-y. deuxième chose, c'est Vous que avez un devoir de protection de vos téléspectateurs. Permettez qu'il la termine. deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les politiques, l'opposition, a voulu en faire une opportunité politique. C'est-à-dire qu'il pensait qu'à partir de cette situation, il allait se créer un tsunami institutionnel qui leur aurait permis d'occuper le terrain. C'est-à-dire un passage facile, n'est-ce pas? Donc, raccourci pour ces gens-là. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui ils sont dans le désarroi. Parce que le tsunami qu'ils auraient voulu voir à partir de la situation dans ces régions-là n'a pas eu lieu. Et il est en train de s'échioler. S'il avait même eu lieu, il serait en train de s'échioler. Voilà la petite clarification. Maintenant, au niveau du discours, je voudrais dire que ce discours, en fait, le chef de l'État a adressé un message aux Camerounais. Un message, c'est un ensemble d'informations qu'on adresse à quelqu'un. Parce qu'un discours, c'est sur un thème. Le discours, c'est sur un thème. Mais or, un message, c'est des informations que vous envoyez, que vous adressez à quelqu'un, et ces informations étaient dans son message. Il nous a fait part du contenu de sa feuille de route pour 2018. Si vous vous rappelez, c'est un discours simple. Quand on dit qu'on n'a pas compris, je ne vois pas. C'est la feuille de route. Nous allons faire ci, nous allons faire ça en matière économique, en matière de santé, en matière institutionnelle. Voici ce que nous allons faire en 2018. C'est simple. Relisez le discours. Il est très simple à comprendre. Donc, c'est sa feuille de route qu'il a déroulée. Après avoir rappelé que les défis que nous avons relevés l'année dernière, c'est-à-dire la solidité des institutions, la résilience de notre économie, etc., etc. Donc, c'était une feuille de route. Sauf que ce que vous appelez feuille de route est notamment critiqué pour sa superficialité. Les gens estiment qu'il n'est pas rentré en profondeur dans les sujets évoqués. Il a abordé les questions de façon assez légère. On parle d'un discours de fin d'année et les Camerounais étaient perchés aux lèvres du président pour entendre certaines choses, pour avoir les réelles projections de ce que le président compte faire finalement au bout de l'année 2018. Oui, mademoiselle Kate, si je voudrais vous dire qu'en fait, ce n'était pas un discours. Parce que quand vous prononcez un discours sur un thème, vous avez
vous pouvez faire des digressions, vous pouvez apporter des anecdotes, vous pouvez aborder des sujets secondaires, etc. C'est un développement que vous faites dans un discours thématique. Mais or là, c'est un message. C'est-à-dire vous prenez quelques informations que vous estimez d'actualité et que vous situez dans la logique de votre projection en 2018, eh bien, vous les donnez au... Bon, par la suite, vous avez vu les plateaux qui ont été réalisés sur certains plateaux de télévision. Je veux dire, il y a eu des membres du gouvernement qui sont allés au fond du problème. C'est-à-dire, les sujets abordés ont été développés par les membres du gouvernement. C'était pas à eux de faire ça. Mais on justement, attendait que le président soit plus clair. Mais justement, là aussi, moi en tant que professionnel, n'est-ce pas, je dis, à ce niveau-là, il ne revenait pas au ministre, n'est-ce pas, d'interpréter ou de commenter le discours du président, du chef de l'État. C'est aux journalistes et à certains experts. C'était leur rôle. N'est-ce pas? Bon, donc la communication présidentielle et la communication gouvernementale, quand ça fait synthèse, ça sonne mal. Je vous remercie. On va donc, avec vous, Cabral, vous faites partie de ces observateurs qui ont estimé que le président de la République a tout le long de son discours fait fi de nombreuses difficultés par lesquelles le peuple camerounais est passé, les mauvaises conditions de vie, le retour du Cameroun au FMI. Est-ce que finalement vous estimez que le président de la République n'aurait rien dit qui puisse servir le peuple camerounais? Non, d'abord, clarification pour clarification. Lorsque M. Mabenga, dans sa discrétion, sa digression, décide de faire un exposé sur le travail parlementaire, je lui concède volontiers le travail au sein du RDPC, mais dans un parlement, les députés sont les représentants du peuple. Et ils ont tout à fait le droit, en tout cas une frange d'entre eux, d'exiger que les préoccupations du peuple fassent partie des sujets examinés dans l'ordre du... Il y a des domaines réservés. Il y a des domaines réservés. Souffrez que le juriste publiciste... Mais je veux bien. Et enseignant de droit parlementaire... Je veux bien. Que je suis, je vous donne cette précision que j'espère vous recevrez humblement, qu'il n'y a pas de domaine réservé dans le travail parlementaire. Bien au contraire. S'il y avait des domaines réservés, il le serait au Parlement. Parce que je rappelle que l'article 25 de la Constitution liste exactement les domaines qui sont dévolus exclusivement au Parlement. Alors, une fois que ces précisions sont faites, j'espère que M. Mabenga... Et le domaine qui nous intéresse n'est pas dans cette matière de droit. N'insistera pas dans... Ce domaine n'existe pas dans... Parce que c'est la Constitution, nous la lisons tous. Oh là là. Et je dis donc que le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire une rébellion contre l'État central, n'existe pas dans cette nomenclature-là, puisque nous lisons tous la Constitution, s'il ne s'agit que de ça. Bon, de toute façon, la question anglophone, qu'elle soit politique ou corporatiste, fait partie des sujets qui peuvent figurer à l'ordre du jour du travail parlementaire. Maintenant, on peut faire un débat sur l'approche, puisque la loi précise exactement comment les sujets atterrissent, entre guillemets, dans l'ordre du jour du Parlement. Et maintenant, mais c'est verrouillé en plus. Donc, ils ont tout à fait... Et j'espère que vous savez, vous avez souvent vu des images, dans tous les parlements, dans tous les pays développés du monde, il y a des moments même où les parlementaires se bagarrent et se donnent des coups de poing. S'il y a un endroit où ça peut se faire, puisqu'en plus il y a l'immunité, c'est bien au Parlement. Donc vraiment, M. Mabenga, parlez vraiment des choses du RDPC. Maintenant, mais non. On poursuit qu'après. Non, ça c'est pas un sujet tabou. On ne peut pas s'éterniser sur cette question. Non, c'est pas un sujet tabou. Parce que dans le Parlement, au niveau des idées, nous avons vu en Ouganda les chaises qui s'envolaient dans l'hémicycle. On a tous vu ces images-là. Il s'agissait des idées, n'est-ce pas? Il s'agissait des idées. Okay. Par rapport aux objectifs que l'Assemblée doit atteindre. Mais maintenant, s'il y a un fait divers qui se produit à l'Assemblée, un fait divers regrettable. Quand les gens s'en sortent avec des blessures, c'est un fait divers regrettable. C'est pas un débat d'idées. Je suis désolé. Ok, c'est pour vous la question de la forme de l'État n'est pas idéale, mais des questions de bière dans les bars, tant mieux. Je vous dis encore, ça, ne confondez pas le fonctionnement du RDPC au fonctionnement de l'État, en tout cas en théorie. Mais, pour revenir à la question que vous m'avez posée, je pense que moi, en tout cas personnellement, j'ai écouté très attentivement le discours du président de la République, parce que de toute façon, il est toujours le président en exercice. Et le discours de fin d'année est généralement fondateur sur ses projections
de l'année qui va suivre. Même si, au bout de 35 ans de règne, ce n'est pas toujours suivi des faits, mais c'est toujours important de noter au moins ses intuitions et ses intentions. Et lorsqu'un chef d'État, donc, dans des conditions comme celle-là, s'adresse à la nation, je pense que la question qu'il doit se poser, ou alors ce qu'il doit pouvoir se dire, s'il est vraiment un chef d'État, les enseignants qui ont dû battre le macadam pour être payés, est-ce qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les rassure? Les fonctionnaires à qui on a dit qu'ils ne pouvaient plus prendre d'avance de solde parce qu'il y a des tensions de trésorerie, est-ce qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les rassure? Les Camerounais qui ont dû fermer l'entrée d'un hôpital parce qu'ils n'avaient pas de kit de dialyse, est-ce qu'ils ne s'attendent pas à ce que moi, chef d'État, je les rassure? Les jeunes qui ploient sous le chômage, le sous-emploi, est-ce qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les rassure? La question anglophone qui préoccupe tant les Camerounais, est-ce que ce n'est pas le lieu pour moi d'y apporter une réponse pour donner le signal de ce que nous sortons de la guerre et nous allons vers la paix? Ce que je veux dire, c'est que nombreux étaient les Camerounais qui, comme moi, écoutaient ce discours en cherchant quelque chose. Mais curieusement, pour cette fois-ci, sur la forme, le discours est resté, mais alors, atone, sans relief, et dans le fond, plutôt ennuyeux. Puisque, en plus, il était même dépouillé des petits artifices auxquels il nous a habitués ces dernières années. Artifices, pour certains mensongers, comme les chiffres sur des milliers, des centaines de milliers d'emplois créés, sachant très bien que c'était du bluff. Mais au moins, ça faisait effet. Les petites phrases du genre apprenti sorcier, tout le reste qui balançait quand même pour faire rire la galerie, au moins ça donnait un petit relief, ça faisait bavarder dans les chaumières. Pour une fois, ça a été mais d'une platitude incroyable, ce qui moi m'a laissé le sentiment que le président, soit il avait vraiment un problème, mais souvent on ne communique pas tout de suite sur ces problèmes, ou alors il est dans un état de lassitude, peut-être que cette fois il a dû écrire ça lui-même, et puis on voit peut-être vraiment son vrai niveau. Je veux dire que il y a eu un souci dans ce discours-là, vraiment un sérieux souci dans ce discours-là, et peut-être qu'il va en faire un autre. Moi j'ai vu Macron faire un premier discours et un autre plus court, adressé à la jeunesse. J'ai espéré même, en revanche, j'ai même trouvé le discours devant le corps diplomatique beaucoup plus charnu, beaucoup plus intéressant. J'ai même eu envie d'applaudir, tellement il abordait des questions internationales avec une clairvoyance. Moi, je l'ai ressenti. Mais parlant, mais ça confirme ce qu'on dit toujours. Quand il est face aux étrangers, il a un comportement tout à fait exemplaire. De toute façon, je reste convaincu que même ces consultations dont il a parlé quelque part, il les a certainement reçues du Commonwealth de la France lors de ses récents voyages. Mais pour une fois, le président, mais encore, vraiment on entre en année électorale. Le peuple camerounais doit comprendre qu'il n'a plus grand-chose à attendre de lui. En fait, je crois que c'est tellement évident. D'accord, je vous remercie Cabral. Avec vous Frédéric Mbungu, je vais aborder une autre question, la question justement de la crise anglophone. C'était l'un des sujets sur lequel le peuple camerounais attendait le président de la République, mais une fois encore, on a envie de dire qu'il est resté égal à lui-même. Il a bien sûr pas reconnu du tout dans son discours qu'il existe une crise. Il a parlé de revendications corporatistes. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre en 2018 lorsqu'on parle spécifiquement de la crise anglophone? Spécifiquement de la crise anglophone, je pense que lorsque un discours peut avoir du mal à se renouveler après 35 ans de règne, c'est comme si dans votre propre maison, ou à l'occasion de nouvelle année, vous réunissez vos enfants et puis vous prononcez un discours. Vous dites peut-être, bon, c'est vrai, il nous manque le frigo. L'année prochaine, l'année qui commence là, on aura un frigo. On aura ceci. Si, au bout de ces exercices-là, vous n'avez pas tenu promesse, je pense que les prochaines années, lorsque vos enfants viennent et que vous faites encore un discours, je pense que les gens se disent, vraiment, ce n'est plus important. Parce que vous aurez du mal à vous renouveler dans la mesure où vous n'avez pas pu tenir les promesses que vous avez faites. Or, c'est exactement ça à quoi moi j'ai assisté. Je n'ai pas regardé le discours du président, je vous l'avoue, parce que depuis quelques années, je ne regarde pas. Mais je lis, je prends le temps de parcourir son allocution, je lis, j'essaie de déceler les choses. Et en réalité, dans celui du 31 décembre dernier, je n'ai pas trouvé grand-chose. Quelques évidences, oui. C'est vrai, ça faisait partie peut-être des incertitudes. Les élections auront bel et bien lieu. Encore que,
On n'a pas toutes les précisions. Encore que, au Cameroun, j'ai appris à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que le gouvernement dit. On a eu certaines évidences, donc, comme je le disais. On a aussi appris que les grands projets vont continuer. On attend de voir l'autoroute Douala-Yaoundé qui attend encore véritablement d'atteindre sa vitesse de croisière. On a un certain nombre de choses comme ça. Mais spécifiquement pour la crise anglophone, je dois dire que le président a semblé dire qu'il était prêt pour le dialogue, mais on ne voit pas très bien comment cela s'implémente, parce qu'en plus, il dit dans la stricte légalité, personne n'a jamais dit que cela devait se passer dans l'illégalité. Je pense nulle part. Le problème est que cette question-là soit inscrite au débat public. Est-ce que ce sera le cas? J'en doute. J'en doute parce qu'aujourd'hui, le président a encore faim dans ce discours-là de penser que la question anglophone se limitait uniquement aux problèmes corporatistes. Il y a longtemps qu'on a dépassé ces niveaux. Il y a très longtemps qu'on a dépassé ces niveaux-là. Est-ce que ce n'est pas un déni de sa part? Justement, cela apparaît simplement comme un déni. Parce que si vous refusez de reconnaître quelque chose qui existe, je ne sais pas quel est le nom que vous allez donner à cela. Et si vous refusez de reconnaître, comment est-ce que vous allez résoudre un problème que vous refusez de reconnaître? Ce n'est pas possible. Il faut d'abord reconnaître le problème et le résoudre. Maintenant, en parlant, il parle de décentralisation en disant on va accélérer et de manière progressive. Progressive, ça ne veut absolument rien dire. Parce que depuis plus de 20 ans, on attend que les institutions consacrées par la Constitution de 1996 soient mise en application. On a toujours dit que ça va être mis de façon progressive. Alors, ce progressif-là, ça va prendre quel temps? Est-ce 2 ans, 5 ans, 30 ans ou 40 ans? Personne ne le sait. Seul le président a l'agenda. Et ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de donner un peu de lisibilité, même de visibilité à cet agenda-là. Parce que nous, on a besoin de savoir où on va. Et cette question anglophone-là, je pense que c'est devenu un véritable cancer pour ce pays, et je pense qu'il est urgent que vraiment que les pouvoirs publics, surtout le gouvernement, prennent ce problème à bras le corps et recherchent les solutions. Or, la dernière actualité, nous avons partagé ici, l'arrestation de Ayuk Tabé, me semble-t-il, ne va pas dans le sens de l'apaisement. Parce que si on continue de traquer les gens, de les arrêter, avec qui on va dialoguer? Et si dans le même temps, si on refuse que les élus de la nation s'approprient cette question et l'inscrivent au niveau du débat public à l'Assemblée nationale, à qui donc? Qui est donc plus légitime à parler de cette question anglophone avec le gouvernement? C'est-à-dire, quels sont donc, si dialogue il y a, le gouvernement va dialoguer avec qui? Avec des personnes plus modérées. Si on crée le vide autour de soi ou bien en face de soi. D'accord. Mbobo Yebga, on parlait tout à l'heure de la décentralisation. C'est vrai que le président de la République, dans son discours également, a promis à ce que tout sera mis en place, mais de façon progressive, pour qu'on aboutisse finalement à la décentralisation à proprement parler au Cameroun. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Est-ce que vous croyez d'ailleurs qu'on devrait finalement attendre que cette promesse se réalise? Vous savez, M. Biya est passé à Douala, c'était en 92, et pendant son discours, il a défini ce que c'était la politique d'après lui. Alors, il a dit ceci: la politique, c'est l'art de gérer les contradictions. Alors, quand il le dit, chaque fois qu'il dit quelque chose, il faut toujours regarder des deux côtés. Par rapport donc au discours du 31 décembre, il devrait être plus clair, parce que nous savons que le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, s'adresse à la nation 2 fois par an, le 10 février et le 31 décembre. Or, quand il vient survoler les problèmes, et surtout nous sommes en année préélectorale, il vient survoler, il ne rentre pas dans le fond, et surtout que quand le problème anglophone a commencé, nous avons tous dit qu'il faut revoir la forme de l'État. Nous avons même proposé ce qu'on entendait par revoir la forme de l'État. Nous ne sommes pas des sécessionnistes. Nous pensons que notre Constitution a quand même prévu la décentralisation qu'il fallait mettre en place. Nous avons même proposé quel type de décentralisation mettre en place, parce qu'il fallait
essayé de regarder, parce qu'il a créé une commission spécifique pour résoudre le problème anglophone, mais nous sommes allés plus loin parce que dans nos propositions, nous avons pensé qu'il fallait résoudre ce problème culturel et ce problème de langue coloniale. Si on créait une zone, une région qui réunissait le nord-ouest et l'ouest, on allait résoudre deux problèmes à la fois. Un, dans cette région, on n'aura plus une langue étrangère. Parce qu'il y a des mamans à l'ouest qui ne parlent ni français ni anglais, mais parlent une autre langue et ils s'entendent. Nous avons donc pensé que si on réunissait ces deux régions, les chefs traditionnels du nord-ouest et de l'ouest, quand ils s'habillent, il n'y a pas de différence. Et ces deux zones allaient parler une langue qui n'était ni l'anglais ni le français. Et on allait résoudre un problème. On revient au littoral. Vous regardez un chef du sud-ouest et un chef Sawa, quand ils s'habillent, c'est la même chose. Quand vous les regardez apparemment. Nous avons aussi pensé que en prenant ces régions, en une seule région, on a résolu deux problèmes culturels et linguistiques. On a mis le problème de langue coloniale de côté. Nous avons fait ces propositions. Mais M. Biya et son gouvernement ont fait fi à toutes ces propositions de dialogue. Il a plutôt envoyé des concertations au nord-ouest. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence de concertation et de dialogue? Ça, je ne sais pas, parce que quand ils disent qu'ils ont commencé les dialogues, moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, c'est que M. Biya a envoyé des gens au nord-ouest et au sud-ouest pour une concertation, mais ce n'est pas ça le dialogue. Maintenant, pour la décentralisation, nous pensons tout au moins, parce que c'est dans notre constitution qu'il faut mettre cette institution en place et pas n'importe comment. Parce que si on regarde, aujourd'hui nous avons dit région, hier on appelait ça région en leur tête de gouverneurs, aujourd'hui on les appelle des régions en leur tête de gouverneurs. Où est la différence? Donc, hier c'était des provinces, vous voulez dire? Oui, il y avait des provinces avec des gouverneurs. Oui, aujourd'hui, on a des régions avec des gouverneurs. Moi, je ne vois pas de différence. Donc, on a juste changé l'appellation. Donc, il faudrait donc qu'on passe directement à la réalité et qu'on mette les régions en place en respectant ce que j'ai dit et qu'on passe aux élections. Parce que même au niveau du Sénat, le Sénat qui est en place aujourd'hui ne reflète pas nos institutions parce que le Sénat devrait émaner donc du peuple, c'est-à-dire de cette décentralisation-là. Maintenant, on met du désordre partout. Alors, Jean-François Melinda, ça fait une vingtaine d'années qu'on a, avec la Constitution de 96, parlé d'État décentralisé au Cameroun. Mais depuis 22 ans, qu'est-ce qui coince? On n'a pas l'impression qu'il y a eu de réelle avancée jusqu'ici pour qu'on soit véritablement un État décentralisé. Oui, alors je reviens un peu sur l'affaire anglophone pour dire que le président Biya ne gère pas l'État avec des émotions, avec des préjugés. N'est-ce pas? Quand il parle de dialogue, c'est avec des gens qui sont dans la légalité. Les syndicalistes sont dans la légalité parce que nous avons une loi sur les syndicats. Donc ils ont des droits. On ne peut pas négocier avec des gens qui n'ont aucune légitimité, aucune légalité. Donc, encore plus, c'est des séparatistes, c'est-à-dire des gens qui veulent fragmenter le Cameroun et en prendre possession. Donc, ce n'est pas négociable. Et la Constitution le dit. La Constitution ne dit pas que ce n'est pas négociable, mais la Constitution reconnaît cette unicité, qu'il n'est pas question de fragmenter le Cameroun. Le président refuse totalement et à 100% ce genre de dialogue. Je pense qu'on a bien compris. Je crois qu'il faut que parce que les gens reviennent là-dessus, ils ne veulent pas comprendre que quelqu'un ait droit dans ses principes. Et maintenant, maintenant, demain, ceux qui vont venir prendre le pouvoir, demain, vont peut-être le faire. Ils vont mettre le Cameroun à l'encan et chacun prendra son morceau. Bon. Maintenant, pour revenir à la décentralisation. La décentralisation est partie de ceux qui étaient là, à la tripartite. Je crois, je ne sais pas, le Manilem était là, je crois. Bon, donc c'est des propositions qui sont parties de cette conférence-là et qui ont aidé à élaborer la Constitution. On a justement mis ça dans la Constitution de 96. Mais maintenant, vous savez, quand on est en 96, nous sommes en pleine crise économique. En pleine crise économique en 96.
C'est-à-dire que le pays est géré par, j'allais dire, les bailleurs de fonds. Parce que quand ils vous prêtent de l'argent, ils vous disent quel genre d'économie vous devez mener pour rembourser l'argent. Et c'est comme ça que ça se passe dans les conventions avec le FMI. Bon, donc, il n'était pas possible de mettre en place cette décentralisation parce qu'elle a plusieurs volets. C'est-à-dire qu'il faut arriver aux assemblées régionales avec une présidence régionale, etc., etc. Donc, tout un système. Bon, donc, en 2006, nous avons atteint le point d'achèvement. Et moi, je crois que on aurait pu faire des efforts avec le remboursement de la dette. Parce qu'on nous a remboursé, là, il y a eu le remboursement de la dette. On aurait pu faire des efforts en ce moment-là pour essayer de mettre en place cette décentralisation. Mais malheureusement, il y a probablement eu d'autres préoccupations qui ont pris ces capitaux-là qui devaient probablement le faire. Bon. Donc maintenant, est-ce qu'il y a même déjà une réelle volonté politique? Alors maintenant, il y a une volonté politique parce que les textes sur la décentralisation, la loi, etc., tous les textes sont sortis, c'est-à-dire au plan théorique, comment ça doit se faire. Bon, maintenant, les transferts de compétences, il y en a eu 63 compétences, et je crois qu'il y a 21 ministères qui l'ont déjà fait. Bon, donc pour le moment, ça se matérialise par les communes, n'est-ce pas? Bon, maintenant, il faut passer à l'autre étape. L'étape suivante, c'est de sortir une loi sur la régionalisation. Comment est-ce que ça va fonctionner? Quels seront les rapports avec les autorités administratives, etc., etc., pour mettre cette nouvelle structure en place. Donc, il y a encore une deuxième étape. Et c'est à cette deuxième étape qu'il faut passer. Et c'est cette étape que les Camerounais attendent. D'accord. Je vous remercie. Cabral, sortant un tout petit peu du sujet sur la décentralisation pour parler cette fois des élections. Au cours de son discours, le président a quand même reconnu que 2018 sera une année électorale. Il a d'ailleurs dit que les dispositions seront prises afin que tout se passe dans le calme et la paix. Mais on n'a pas beaucoup de détails sur ces élections-là, notamment la date de la convocation du corps électoral. On n'en sait toujours rien. Est-ce qu'on a l'impression finalement que le président de la République veut tout confisquer, veut continuer de rester le maître du jeu? Vous n'étiez pas né que des journalistes, certainement assis à votre place, posaient exactement la même question. On ne va pas me refaire le même discours tout le temps sur mon âge. Assis à notre place. Non, c'est pour vous dire que c'est des questions éternelles. Est-ce que le président Biya va dévoiler les contours du calendrier? Est-ce qu'il verrouille le système? Est-ce qu'il veut contrôler les élections? C'est sûr depuis longtemps, Madame Diaha, le président Biya a fait de la question électorale son domaine réservé. Même pas Jean-François Mbangaki au RDPC pour vous donner les détails là-dessus. Et peut-être détail pour détail, je lui concède le lapsus linguae tout à l'heure, 2006, mais c'est un détail sémantique quand même important. 2006, ce n'est pas le remboursement de la dette. L'atteinte du point d'achèvement. L'atteinte du point d'achèvement, c'est même pas le remboursement. C'est à partir de là qu'on a commencé à rembourser. C'est pas le remboursement de la dette, c'est l'annulation de la dette. Mais moi, c'est le produit. Carrément. C'est-à-dire que le produit qu'on reçoit de l'annulation qui est important. Non, on annule, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a le produit que vous recevez, c'est ça qui est important. Plus que la décision d'annulation. Non, je voulais juste insister. Je voulais juste que le mot remboursement disparaisse. Parce que c'est pour ça que je disais que c'était un détail. Mais sur le fond, on se comprend très bien. Et sur la question, si tu permets, avant de donner les détails, parce que moi je veux te les donner. Tu les veux. Sur la question de la décentralisation, moi j'ai été étonné. Et là encore, ça a sonné faux. Quand le président Biya a dit il a prescrit une accélération du processus de décentralisation. D'abord, c'est en contradiction avec la dépêche publiée, je l'ai dit, je ne sais plus où, publiée il y a 2 mois par le ministre de l'administration territoriale, et ça avait d'ailleurs fait l'objet d'une communication gouvernementale par le ministre Chiroma. Ça avait été publié par tous les journaux, y compris Nouvelle Expression, où il faisait une exaltation de la perfection de la mise en place de la décentralisation. Il faisait une recension de tous les textes, celui de 2004, ainsi de suite, la loi d'orientation, le décompte des compétences transférées. M. Mbenga vient de rappeler les chiffres si intéressants des compétences transférées. Sauf qu'à chaque fois, ces gens ils se parlent à eux-mêmes. Parce que quand vous avez transféré 64 compétences, les destinataires de ces compétences transférées, est-ce que vous les avez écoutées? Qui écoute les maires? Mais écoutez-les. Ils sont organisés au sein du CVUC, commune et ville
unie du Cameroun. Ils tiennent annuellement leur session. Ils vous disent quel est l'état réel. Vous savez, entre la décentralisation proclamée, c'est le cas depuis 1996, et la décentralisation effective, il y a un gap que les décomptes arithmétiques ne peuvent pas combler. Là encore, c'est un gouvernement qui ne se parle qu'à lui-même, qui ne s'écoute que lui-même, et jamais à l'écoute du peuple. Moi, j'attends, moi je vis à Yaoundé. Aujourd'hui, Yaoundé ressemble à Ezeka, où on a découvert l'or. Il y a des trous partout, des chantiers abandonnés. Je n'attends que ça. Je veux voir le maire à l'œuvre. Je ne sais pas si vous avez vu les immondices qui s'amoncellent aujourd'hui dans les villes du Cameroun. Je n'attends que ça, de voir les compétences transférées dans ma vie au quotidien. Je veux voir le maire à l'œuvre. Je veux voir la collectivité territoriale décentralisée à l'œuvre. Et je disais, c'était la digression que je faisais, que quand le président Biya dit qu'il va accélérer, mais c'est un accélérateur légendaire, le président Biya. Vous oubliez qu'en 2013, il a quand même réussi l'exploit de faire élire des sénateurs dont la Constitution dit qu'ils sont les représentants des collectivités territoriales décentralisées. Il les a fait élire sans même que n'aient été élus les représentants des collectivités territoriales décentralisées. Donc, il met la charrue avant les bœufs et il vous dit qu'il va accélérer. Bon, en fait, il va accélérer maintenant le rétropédalage, alors, finalement. Donc, en fait, mais ça, encore, c'est des détails. On en parle pour rire, mais on sait tous que ça ne donnera rien. C'est pour ça que moi, je n'ai de cesse de dire aux Camerounais, prenez vos responsabilités. Et du coup, j'aimerais sur la question électorale, qui, de mon point de vue, est intéressante. Ce n'est plus la peine de rester là, accroché aux lèvres du président Biya, attendant qu'il vous dise quand est-ce qu'il va sortir du chapeau la date des élections. La Constitution nous donne un certain nombre d'indications. L'élection présidentielle n'est ni anticipable, ni prorogeable en l'état actuel de la Constitution. Le président Biya a prêté serment le 2 novembre 2011. Le mandat s'achève 20 jours au moins. L'élection doit se tenir 20 jours au moins, 40 jours au plus avant l'achèvement du mandat en cours qui s'achève donc le 2 novembre 2018. Vous faites 20 jours au moins, 40 jours au plus, ça vous situe entre septembre et octobre. Vous avez là-dedans la date des élections et vous vous préparez en conséquence. Le corps électoral est convoqué 90 jours au moins. C'est-à-dire qu'on met le plancher mais pas le plafond. Donc il peut même convoquer 100 jours ou 120 jours. Il peut même convoquer demain le corps électoral pour l'élection présidentielle. C'est pour ça que je rappelle aux uns aux autres que lui seul sait quand les inscriptions s'arrêteront sur les listes électorales. Mais il faut s'adapter à ça. C'est pour ça que les uns et les autres ne doivent plus traîner des pieds. Au lieu de se déchirer dans les réseaux sociaux et dans les journaux, comme je le vois, chacun veut passer pour l'opposant le plus beau. Des délais courts. Lui, il est assis à étudier et il maîtrise le calendrier dans sa poche. Mais nous devons nous adapter à ça, à défaut d'avoir fait changer les choses à l'Assemblée. Pour les municipales et les législatives, les mandats s'achèvent exactement entre septembre et octobre. Ça a eu lieu le 13 ou 15 septembre 2013. La première session de plein droit a eu lieu en début novembre, donc ça s'achève encore 20 jours au moins, 40 jours au plus. Même chose avec les législatives qui étaient couplées. Donc en temps normal, on devrait même avoir entre septembre et octobre des élections triplées, puisque seules les sénatoriales pourraient avoir lieu autour de février-mars. Ça là, nous le savons déjà. Donc ce n'est même plus la peine d'épiloguer, ce sera un lundi ou un vendredi. Bon, on sait que généralement, il fait l'élection présidentielle en saison pluvieuse. Remontez l'histoire du Cameroun. Pourquoi en saison pluvieuse? Parce qu'eux seuls ont des prados et des pick-up pour se rendre à des endroits où ils seront les seuls à contrôler les urnes et les suffrages. Tout le monde le sait, il ne les fera pas en saison sèche. Donc on sait qu'on a quand même du répit jusqu'au mois juin. Ça, tout le monde le sait. Alors, au lieu qu'on s'adapte à ça, on est encore là à s'échiner, à chercher dans la tête du président pendant qu'il va de temps en temps en Suisse. Est-ce qu'on voit un chiffre sur le jour ou la semaine? Non. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis plus à ce niveau-là et j'invite les Camerounais à sortir de cela. On n'est pas esclave des désirs d'un président sortant. C'est peut-être pour ça qu'on appelle justement le président... La Constitution, elle est là. Attendons-nous à cette Constitution. On appelle le président de la République le maître du jeu. Peut-être pour ça, il a entre ses mains toutes les cartes et il décide, mais ça, c'est l'illusion qu'il entretient. Quelle carte il va sortir. C'est parce que les gens le lui les Camerounais l'ont suivi. Oui, mais ils ne doivent plus le suivre. Je viens de vous faire une petite démonstration de ce que vous pouvez aujourd'hui, sur la base de la loi électorale de 2012, le code électoral du 21 avril 2012, sur la base de la Constitution révisée le 14 avril 2008, vous pouvez trouver là
des éléments qui vous permettent de faire une simulation, plutôt que de rester là à attendre que le président Biya signe ses décrets qui de toute façon depuis 35 ans nous mènent là où on est. On parle beaucoup d'élections aujourd'hui, mais sauf que pour qu'il y ait élection, il faudrait également qu'il y ait des électeurs. Alors au cours de l'année 2017, Frédéric Mbungo, on a vu des jeunes Camerounais avoir une sorte de sursaut d'orgueil et se dire on va s'inscrire sur les listes électorales. Pourquoi? Parce qu'on veut un changement certain. Et on a vu comment ça s'est terminé en 2017. Est-ce que vous croyez que cette année également, ces mêmes Camerounais-là, du moins ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, auront ce désir de voir les choses changer quand on a l'impression qu'on est dans une sorte d'enlisement? Vraiment, j'observe autour de moi un certain engouement que je n'avais pas vu il y a très longtemps, notamment des jeunes à aller se faire enrôler par Elecam. Et je pense que cela procède d'une prise de conscience. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Parce que depuis plusieurs années, le gouvernement a travaillé à tuer l'esprit citoyen, en lassant les jeunes, en leur promettant, en leur faisant des promesses qu'ils ne tenaient jamais. Et du coup, le tout politique a fini par être délaissé par les jeunes qui ont pensé, qui se sont réfugiés dans les jeux, dans l'alcool, dans les drogues et tout ça. Mais depuis quelque temps, j'observe, moi, de ma position, un certain regain d'intérêt pour la chose politique. Cela est peut-être dû à l'émergence de quelques nouvelles figures. À l'instar desquels Cabral Lévy sur ce plateau? Si vous le dites, et de quelques nouvelles figures quand même qui commencent à tenir un discours qui est différent, comme celui que je viens d'écouter, qui est différent, qui n'est pas systématiquement de s'opposer au régime en place, parce que de toutes les façons, il est là. Maintenant, il est question de trouver des voies et des moyens. Comment faire, au besoin, en contournant les obstacles qui sont mis pour arriver à mobiliser. Et cette mobilisation-là, je l'observe un peu. C'est un peu confirmé par les chiffres de l'ECAM, mais qui reste très très en deçà du potentiel. Et donc, pour répondre directement à votre question, oui, il y a encore du travail à faire. Parce qu'il y a encore des masses à mobiliser. Et je pense que ce discours-là, ce nouveau discours-là n'atteint pas toutes les couches. Et je pense qu'il faut peut-être l'amplifier, trouver peut-être le meilleur moyen de les atteindre, en les intéressant justement à la politique, en leur disant. Et quand vous parlez de couches, on peut faire allusion aux femmes qui sont celles qui ont montré le moins d'intérêt pour les inscriptions cette année. Quel est justement le style de discours qu'on pourrait prononcer face à ces femmes-là ou bien à ces femmes pour qu'aujourd'hui elles comprennent l'importance qu'elles ont au sein de la République? Je pense que c'est en train d'être fait, parce que je vois nombre d'organisations de la société civile qui mobilisent les femmes, qui leur parlent, qui leur dit vous êtes une force. Déjà qu'elles sont plus nombreuses. Vous êtes une force parce que d'abord vous êtes plus nombreuses, et en plus sur le plan économique c'est vous la matrice de la maison, ce qui est vrai d'ailleurs, et donc je pense que ce discours-là commence sans jeu de mots, à les pénétrer. Et je pense que cela s'observe maintenant un peu parce que dans mon quartier, par exemple, je suis toujours curieux, lorsque Elecam organise les caravanes mobiles là, je vois vraiment des jeunes et des femmes qui viennent en nombre. Et donc, je ne sais pas si cette situation peut être généralisée, en tous les cas, dans mon environnement immédiat, je le constate, et je dis que cela est dû au nouveau discours que certains nouveaux leaders prononcent. Parce que jusque-là, on était habitué à cette fracture, à cette guéguerre. Il faut absolument qu'ils partent. Et donc, ça se limitait à ce discours-là. Maintenant, on va dans d'autres discours. On a des propositions, Et je pense que cela est en train de créer au sein de la société une sorte d'émulation. Et les gens se disent, tant mieux. Si mon avis doit compter, je pense qu'il vaut mieux déjà... Parce que pour que je défende, pour que ça change, il faut que je vote. Et pour que, quand j'ai voté, une fois que j'ai voté, il faut que je puisse défendre mon vote. Je ne peux rien défendre si je n'ai pas voté. Donc, il faut d'abord te prononcer dans les urnes. Et là, après, tu peux donc défendre ce vote-là en disant, je vais voir, je vais suivre et tout ça. Et il y a cette possibilité. Et avec, même si aujourd'hui la loi est taillée sur mesure, etc., mais je pense qu'il y a des moyens modernes actuellement qui permettent de
de faire remonter dans un quartier général les chiffres issus des bureaux de vote, mais l'essentiel étant qu'il faut d'abord voter et contrôler. Parce que ce qui se passait avant, les gens votaient et ils repartaient. Maintenant, je pense qu'ils ont pris conscience qu'après le vote, il faut rester suivre le dépouillement. Parce que si vous n'êtes pas là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Des choses qui peuvent se passer en votre absence. Et je pense que c'est en train de prendre un peu la mayonnaise, mais il faut peut-être encore amplifier le discours. Les opérateurs politiques, je pense qu'ils doivent encore amplifier le discours. En tout cas, ils sont sur ce plateau, ils comprennent le message que vous êtes en train de passer. Momo Yebga, je vais vous demander de lire un tout petit peu dans la boule de cristal. Quelle est l'atmosphère, dans quelle atmosphère pourraient se dérouler les élections de 2018 ? Pour un Bambok, c'est pas compliqué. Alors, ce que je vais dire aux jeunes, parce que j'ai été membre de la commission nationale de recensement de vote en 2011, je vais vous rassurer que nous avons fini le décompte des voix à 11 heures. J'étais même le seul à avoir un ordinateur dans la salle. Et les résultats ont été disponibles à la commission à 4 heures du matin. Et pour gagner les élections présidentielles dans ce pays, il faut se lever très tôt. C'est pour cette raison que j'ai apprécié l'idée de 11 millions d'inscrits, parce que tout doit se passer à la base. Nous devons avoir les mairies et les députés. Et même là, Cabral l'a dit tout à l'heure que les sénatoriales vont se dérouler en mars. Ça veut dire que la Chambre haute sera à 90% RDPC. Donc, même si la Chambre basse basculait, il serait difficile de modifier une loi. Donc, les stratèges de RDPC ont tout vu, ils ont tout mis en place. Donc, il ne faut pas courir. J'invite donc les jeunes à investir les mairies, les législatives, pour commencer à récupérer par le bas. Pour les présidentielles, mieux vaut avoir l'expérience. Mais je pense que c'est pour cette raison que le Manidem n'ira pas aux élections présidentielles cette année, mais va soutenir un candidat. On ne sait pas encore lequel. Mais vous allez rester sur les autres élections Pour les autres élections, c'est même sur cette base que nous travaillons. Et pour lire à la bourse de cristal, j'ai dit les élections présidentielles, il faudra se lever tôt. Alors, je vais poser la dernière question sur le sujet à Jean-François Mebenga. Cabral a trop parlé, il ne parlera plus sur la question. On s'est rendu compte sur... Non, vous avez trop parlé, Cabral. Vous me répétez le contraire. On s'est rendu compte, justement, après le discours du président de la République, que beaucoup d'hommes politiques sont sortis pour critiquer ce discours-là. Et on se souvient notamment de la sortie du député Ninche du SDF qui a dit que le président a raté l'occasion de faire quelque chose sur quoi tous les Camerounais l'attendaient, c'est de démissionner. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu mal posé la question en vous la posant, mais le départ du président de la République résoudrait quel problème au Cameroun? Ben, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que, en fait, tous ces gens-là sont dans nos désarrois, parce que ce qu'ils attendaient de la crise anglophone n'a pas eu lieu. Alors, les chemins... les coups chemins qu'ils voulaient prendre ne sont plus possibles. Donc, tout le monde est furieux après ces discours, n'est-ce pas, du président au 31, son message du 31 décembre. Donc, à ce niveau-là, bon, c'est des humeurs de ceux qui éprouvent une certaine faiblesse et qui ont peut-être peur des élections, je ne sais pas. Or, quand on a annoncé l'élection, le vote d'une provision budgétaire de 50 milliards, pour les élections. Je crois qu'à partir de là, les hommes politiques avaient un indice. Mais les gens ont continué de se poser des questions. Il n'a rien dit à propos des élections. Ben, voilà M. Liby qui vient de prendre le scénario de 2013. Et on n'est pas loin de ce scénario-là. Donc les gens devraient savoir ce qui va se passer. Et surtout que, bon, comme il a dit, la Constitution... Vous êtes en train de vouloir le pousser à parler alors que... Non. Ce qu'il a dit, quand il dit quelque chose de pertinent, je l'approuve. Il a dit effectivement... Et vice-versa. Non, il a bien dit que l'élection présidentielle, nulle part ne peut être renvoyée, etc. Bon, donc, maintenant, est-ce que... mais ce que par contre, je condamne, c'est qu'il est dans l'opération de 11 millions d'électeurs. Désormais 11 millions de citoyens. 11 millions de citoyens, mais quand il demande aux anglophones
de ne pas voter, de ne pas se présenter, mais je crois que là, il se donne un coup. Il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Vous voulez absolument le pousser à Quand, parler. quand il dit aux anglophones, peut-être que j'ai mal compris, Oui. mais il dit aux anglophones... Il leur a demandé de ne pas se laisser distraire. Oui, de ne pas se laisser distraire, de ne pas... Prendre leurs responsabilités. de prendre leurs responsabilités. Parce que l'objectif est justement de les empêcher de voter. Bon, alors, donc à partir de là, je dis, c'est contrariant. Alors, Non, mais Cabral, non, pas du maintenant, tout. je Vous vais ne venez répondre plus. donc. Non. Je vais J'ai répondre. bien dit aux anglophones, si vous permettez, d'aller voter massivement, justement. Ah, très bien. Plutôt que de se laisser distraire par l'offre de Plutôt que de se radicalisation radicaliser. qui est encouragée par votre pouvoir. Non, on n'encourage pas. On sort du sujet, messieurs, si vous le permettez bien, pour entrer dans le dernier sujet à l'ordre du jour. Donc, Cabral, vous ne parlez plus sur cette question. Vous allez parler sur le prochain sujet qui est celui justement qui parle de la scène qui s'est déroulée jeudi dernier lors de la cérémonie de présentation de vœux au président de la République. C'est vrai que l'année dernière, les Camerounais s'étaient habitués à ce qu'ils ont appelé le Bidongwa Challenge. Et cette année, c'est un autre challenge qui est né avec la petite ou la grosse humiliation. Ça dépend de comment on décide de voir l'affaire qu'a subi le ministre de l'Enseignement supérieur face au président de la République. Et puisqu'on est en train de parler des gens de chez vous, Jean-François Mebinga, je vous donne la parole pour que vous puissiez nous dire comment vous avez apprécié cette actualité. Bon, cette actualité-là, moi, d'abord, il y a le premier volet, c'est les 500 000 ordinateurs, dont du président de la République aux étudiants des universités d'État. Alors, mais ce que je relève, je voudrais m'insurger contre cette campagne de manipulation de l'opinion qui consiste à dire qu'en fait il s'agit d'une opération électorale, les 500 000 ordinateurs. Mais je voudrais rappeler ici que j'ai d'ailleurs à côté d'en face de moi quelqu'un qui s'y connaît. Il y a eu, depuis qu'il y a eu cette révolution universitaire, depuis 1993, il y a que le président soutient et encourage l'excellence. Et il y a déjà eu, dans ce sens-là, n'est-ce pas, il y a la prime pour la prime pour la modernisation de la recherche, n'est-ce pas, qui est payée chaque trimestre aux enseignants, n'est-ce pas. Vous avez les 50 000, la bourse pour l'excellence des étudiants, etc. Bon, donc, c'est des actions de bienveillance qui ont pour rôle de soutenir l'excellence, d'encourager l'excellence. Mais ça n'a rien à voir avec la campagne électorale. Et puis, les étudiants, ils sont combien qui sont inscrits sur les listes électorales? Ils constituent quel électorat? Bon, donc, je dis, il y a ça déjà qui est une très mauvaise campagne. Maintenant, la deuxième chose, c'est ce qui se passe au palais. Ce qui s'est passé au palais, c'est que vous La scène en elle-même. Oui, mais bon, la scène, nous n'en sommes pas à la première. Donc, c'est qu'on est habitué. Et maintenant, c'est quand il n'y en a pas que les gens sont plutôt déçus. Restons sur la scène alors, de jeudi c'est-à-dire, dernier. à chaque fois, il y a soit quelqu'un qui s'écroule devant le chef de l'État en voulant lui serrer la main, soit quelqu'un qui se plie. Voilà. Bon, alors, donc là, il y a eu, bon, vous vous rappelez le fameux salut, la révérence universelle, le fameux salut qui a fait le tour des réseaux, J'ai etc. l'impression que vous êtes très mal à l'aise sur ce sujet. Non, je ne suis pas mal à l'aise. Je voudrais donc dire que maintenant, le cas de Famando, bon, c'est un incident de protocole, à mon avis. C'est-à-dire que le président se tient là pour serrer la main au corps constitué, n'est-ce pas? Et il te serre la main, et puis c'est ça le symbole, et puis vous passez. Bon, il avait certainement une préoccupation, n'est-ce pas? Il avait certainement une préoccupation, c'est pour ça que j'ai parlé un peu de ces ordinateurs-là, il avait certainement une préoccupation. D'accord, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, permettez que je puisse la parole pour la donner à quelqu'un d'autre. Mais le président avait déjà tendu la main à quelqu'un d'autre, au suivant. Bon, c'est ce genre d'incident que nous observons à chaque fois qu'il y a cette cérémonie de feu. On peut décider quand même, Cabral, là je vous redonne la parole, on peut décider de l'appeler incident ou pas, mais toujours est-il qu'on a eu l'impression, pour ceux qui ont bien regardé la vidéo, que c'est le président de la République qui engage la conversation, et quand le ministre est en train de tenter peut-être de se justifier, on n'en sait rien, il passe à autre chose. Est-ce que pour vous c'est également un incident, ou alors on devrait considérer ça comme autre chose? Voyez-vous, Kate, à chaque fois nous tombons dans les pièges de ces gens-là. Tout à l'heure, vous m'avez refusé la parole sur une question importante. Et là, vous me donnez la parole sur une affaire totalement futile. La cérémonie, la parade
au cours de laquelle des gens viennent serrer la main au président est, de mon point de vue, inutilement diffusée dans la télévision qui capte une partie de mon salaire pour les redevances. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Je veux bien que la cérémonie face aux diplomates soit diffusée parce qu'il y a un discours, une adresse du président. Mais cette autre cérémonie, elle n'a aucune place. Elle est destinée aux oisifs, aux gens qui à ce moment-là n'ont rien à faire. Et j'ai envie de leur dire, c'est bien fait pour vous. Continuez à la regarder. Parce qu'effectivement, comme l'a dit M. Mebenga, qu'est-ce qu'on en attend? Des insolites. Quand il n'y a pas un malvoyant qui s'écroule, c'est un bien portant qui se plie. C'est une histoire de gens qui se chuchotent, où l'un a écouté l'autre, ou n'a pas écouté l'autre. Qu'est-ce que ça nous apporte véritablement? L'affaire des ordinateurs, elle est plus importante sur toute autre chose. L'idée était bonne de faire une commande publique de 500 000 ordinateurs. Mais vous ne pouvez pas faire une commande publique de 500 000 ordinateurs pour donner du travail aux Chinois sur un argent qu'on emprunte et qu'on va rembourser. C'est ça qui a heurté tout le monde. Voilà les vraies questions liées aux ordinateurs. Pourquoi on n'a pas installé une usine de montage de ces ordinateurs à Douala ou à Yaoundé? Maintenant, ce que le ministre voulait raconter au président, d'abord c'est étonnant que pour lui dire une chose sur un sujet qui concerne des ordinateurs qui portent son nom, qu'il soit obligé de venir racoler la seconde où il doit lui serrer la main. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, Jean-François Mebenga nous en dirait davantage, mais moi ça ne m'intéresse pas. Vraiment, qu'ils attendent des vœux pour parler au président. Il voulait peut-être lui dire qu'il lui a fait un cadeau de fin d'année, il a surnommé ses ordinateurs Paul Biya, Haya, quelque chose. Je ne sais pas de quoi il voulait parler, mais moi je ne suis pas un voyeur. Vraiment, je n'ai pas regardé cette cérémonie. Chaque fois que je trouve cette vidéo dans mon téléphone, je l'efface parce que c'est des pertes de temps. Moi, ce que je voulais dire, Madame Diarra, en 30 secondes, c'est peut-être pour revenir sur un sujet plus important. Mais s'il est déjà passé ce sujet... Non, il n'est pas passé, parce que quelqu'un a dit tout à l'heure sur les inscriptions. Moi, je voulais dire, casser un mythe. On dit que les élections se gagnent dans les zones rurales. Moi, je dis que c'est faux. On en reparlera. Parce que curieusement, cette chaîne où nous sommes assis, cette émission, est très regardée en zone urbaine. Et c'est curieusement en zone urbaine où les gens sont bombardés par l'information qu'on est moins citoyen, qu'on s'inscrit moins et qu'on vote moins. Si les élections sont gagnées dans les zones rurales, c'est parce qu'en zone urbaine, tout le monde est tellement informé et bombardé que les gens se foutent royalement des élections. Le taux d'inscription est bas, le taux d'abstention est bas. Donc moi, je voulais juste profiter de cette tribune pour dire à ceux qui nous regardent, parce qu'on a beau nous dire c'est dans les villages, c'est pas vrai. J'ai la carte démographique du Cameroun. Vous ne me direz pas que Douala, qui a 3 millions d'habitants, ne peut pas faire gagner un candidat, que c'est plutôt un arrondissement Mindingring qui a 3 000 habitants qui peut vous faire gagner. C'est pas vrai. C'est parce qu'en zone urbaine, les gens ne s'inscrivent pas. Inscrivez-vous, vous qui êtes à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda et ailleurs, vous qui avez Internet. Arrêtons de faire des débats démonstratifs de ce que s'inscrire ne sert à rien, que tout est verrouillé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous ne le faites pas, ceux qui sont au village, qui sont plus citoyens et moins bombardés le font, et du coup, c'est eux qui font peser la balance. D'accord. Pour le reste, vraiment, les gens, ils glissent, ils tombent, ils se parlent. Je rappelle qu'on est bien sur le sujet, sur la scène entre le président de la République et le ministre de l'Enseignement supérieur. Comment vous avez perçu l'actualité? Est-ce que pour vous également, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur? Surtout quand on sait que la scène qu'on nous a offerte peut être très liée à cette affaire d'ordinateur. Non, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Je pense que c'est de la communication politique et je pense que c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Tout le monde sait que cette cérémonie-là est très regardée et tout le monde sait que les uns et les autres scrutent le moindre détail pour pouvoir gloser dessus. Et je pense que le président, qui n'est pas dupe, le sait très bien et à chaque fois, il trouve une parade, une manière de faire pour que les gens en discutent. Parce que tenez, si c'est une vraie scène de désamour, alors dans ce cas-là, Femme Ndongo n'en serait pas à sa première occasion. Vous vous rappelez l'histoire de l'arrimage raté de la CRTV sur le satellite? Ça, c'était un problème éminemment important. Rien ne lui est arrivé. Il est toujours ministre. Vous vous rappelez à l'époque, un peu avant le comice des Bolova, Femme Ndongo pris en flagrant délit de mensonge, le président de la République, qui lui demandait où il était, qu'il le retrouve. Et Femme Ndongo qui disait, je suis sur le site du comice, je suis en train de dire, le président, tiens, c'est vraiment aussi j'y suis, alors retrouvons-nous là.
Donc, vous avez des choses comme ça. Si c'était une vraie scène de désamour, je pense que Fameux Ndongo ne serait plus ministre. Attendons donc de voir dans les prochains jours. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche au juste? Je n'en sais rien. D'avoir livré 80 000 voilà, s'il va être démis de ses fonctions, à ce moment-là, on parlera de désamour. Mais pour le reste, je pense que c'est simplement une mise en scène qui est savamment orchestrée pour donner du grand amour aux gens dans les chaumières et tout ça. Parce que, comme Cabral le disait, mais bon sang, il y a des problèmes autrement plus urgents que le président qui ne serre pas la main, qui ne serre pas la main au président du Sénat, qui refuse de tendre une oreille attentive à tel courtisan qui veut lui parler en public, parce que lui-même sait l'utilisation qui en est faite par la suite, puisque lorsque le président vous parle longuement dans la salle, les autres vous approchent pour savoir de quoi vous avez parlé. Mais bien sûr. J'espère que c'est pas vrai, ça. Si, mais il y a quelques années, je vous le dis, c'est une anecdote, je vous le dis. C'est un fonctionnement de chefferie, le président de la République a longuement parlé avec Jean-Jacques Ekindi et John Frondi. Mais vous ne pouvez pas savoir comment ils ont été assaillis par les ministres de la République après cet échange-là. C'est chacun qui voulait savoir, mais de quoi vous avez parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que je dois avoir peur pour mon Marocain? Etc., etc. Et je sais que le président, qui est très au fait de ces choses-là, le sait, et à chaque fois, il trouve le moyen de mettre de trouver quelque chose pour faire parler de lui, parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, il est très difficile qu'on parle de lui, je veux dire, pour des réalisations qu'il aurait faites et tout ça. Et donc, on en est réduit à scruter quelques gestes pour essayer d'en tirer, je ne sais pas moi, des choses qui n'existent pas du tout. Je pense que ce n'était pas une scène de désamour, je pense que c'était une vraie scène de communication politique à un moment donné, et je pense que... Qui a plutôt bien pris, hein, surtout oui, quand on voit l'utilisation qui est faite de cela sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, il en est conscient. Si c'était une scène de désamour, attendons donc que Sam Ndongo soit débarqué. D'accord. Alors, Boba Yebga, on va peut-être sortir de cette scène entre le président et le ministre de l'Enseignement supérieur pour parler justement de ces fameux ordinateurs qui créent problème. On se souvient de comment les plateaux télé ont été investis par les membres du gouvernement qui tentaient de convaincre le peuple camerounais déjà sur le fait que les ordinateurs en eux-mêmes constituent un don, mais également sur le fait que 32 gigas dans une technologie récente peuvent être équivalents à 500 gigas dans cette technologie ou inversement. Est-ce que pour vous, ce problème d'ordinateur devrait passer comme ça? On ne devrait pas demander des comptes au ministre? Ce qui est étonnant dans cette affaire est que on endette la jeunesse camerounaise. On se propose de faire des dons à la jeunesse en prenant un crédit. Ça, c'est embêtant. Et qui va payer ce crédit? C'est nos impôts. Et il me souvient, quand Chirac était président de la France, les Chinois sont partis acheter, je crois, les A380 pour 8 milliards d'euros, avec une condition, que l'usine soit montée en Chine. Et aujourd'hui, nous voyons les MA600 qui sont fabriqués en Chine. Et nous, on a besoin des ordinateurs, on a besoin de développer l'économie numérique, mais on va acheter les netbooks pour 500 000 étudiants. Et pourtant, si on avait fait comme en Côte d'Ivoire, où avec 4 milliards, on a monté une usine de fabrication d'ordinateurs 2000 par jour, on allait pérenniser cette action-là. Maintenant, si on va faire ce qu'on a vu là, et pour revenir en 2 mots sur ce qu'on a vu, dans le management, on dit aucune question n'est bête. Posez toutes les questions, ne vous retenez pas. Donc un geste comme celui-là, par contre, il faut bien l'analyser. Dans la mafia, quand tu as trahi, on te tue. C'est ça le message. Parce qu'il a trahi. Ne vous étonnez pas que dans ce don, où on est parti prendre 75 milliards, que les gadgets des élections viennent de Chine. Ne vous étonnez pas. Peut-être que c'est un coup bien préparé. Et vous savez, en politique, quand vous avez gagné un mandat, la moitié de votre temps, c'est pour réaliser votre programme. L'autre moitié, c'est pour faire de la campagne. Donc, ce parti-là est en campagne depuis longtemps.
Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit fait comme ça. Maintenant, le système, la technologie utilisée pour ces ordinateurs est la meilleure, c'est vrai. Mais nous savons qu'un étudiant, pour avoir 50 000 francs pour payer sa pension, ce n'est pas évident. Pour utiliser ce genre d'ordinateur, déjà que ce disque dur SSD ne stocke pas beaucoup d'éléments. Il faut avoir un disque dur externe pour pouvoir stocker des... On nous a parlé d'un système de stockage à distance, le cloud notamment. Alors le cloud, justement, à plus de 5 gigas, ce n'est plus gratuit. Or, quel est l'étudiant qui va essayer donc de payer parce qu'il veut stocker ses éléments ailleurs? L'étudiant a besoin de son ordinateur là, avec ses disques durs externes là, si on veut aller dans cette bonne technologie. Et il coûte très cher les disques durs externes. Non, les disques durs externes, ancienne version, ne coûtent pas trop cher que les SSD. Les SSD, ils coûtent cher. Et puis, on ne conseille même pas aux gens de faire du stockage là. Ça permet plutôt d'installer le système d'exploitation et de naviguer rapidement. Ça, c'est une très bonne qualité. Mais pour le reste, ce n'était pas aux étudiants d'avoir ce genre d'outils en ce moment parce que, ils n'ont pas de moyens de s'offrir un bon débit Internet, ils n'ont pas de moyens de payer, quand on a plus de 5 gigas d'octets, de payer les frais supplémentaires. Ils n'ont pas ce... Donc c'est du gâchis, c'est du gâchis, c'est du gâchis. De toutes les façons, c'est donc avec vous, Mbombo, qu'on va arrêter pour cette édition de Droit de réponse. Je vous remercie à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci également à vous à la maison de nous avoir suivis de bout en bout. On va se retrouver la semaine prochaine à la même heure, si Dieu le veut.